Pourquoi les pauvres votent à droite de Thomas Frank, chapitre 12, le jeu de l'indignation. Poussez le curseur spirituel un peu plus loin et la passion religieuse du si crédule Kansas vous semblera de plus en plus délirante. Outre les sauveurs d'âmes sincères, le Kansas est également connu comme le paradis des charlatans. Cette sorte d'escrocs spirituels qui comprennent fort bien quel profit délicieusement temporel on peut tirer à faire passer pour un intime du Tout-Puissant. À se faire passer pour un intime du Tout-Puissant. C'est dans cette catégorie que se range Elmer Gantry, figure emblématique du Kansas, ainsi que toute la bande des hypocrites habituels avec lesquels les Franks sont plus particulièrement familiers que bien d'autres en raison de la bonté de mon père. Ce dernier, qui se veut en effet le bienfaiteur invétéré de tous les chrétiens autodéclarés et dans la mouise, les emploie à de menus travaux pour la maison. Mais à chaque fois, la déception est au rendez-vous. Ils s'arrangent toujours pour saboter le travail d'une manière ou d'une autre. Sur au plan notoire, ils s'en vont sans donner de raison, après avoir volé des chèques ou sa tondeuse à gazon. Pourtant, avant de faire sa sortie, chacun d'eux, quelle que soit la raison pour laquelle il avait été employé, s'est révélé tout particulièrement apte à faire passer le travail quotidien après la prière. Mais aussi à vitupérer devant quiconque se trouvait là, généralement moi, contre la dépravation libérale dont fait preuve le reste de l'humanité. Ce n'est peut-être finalement qu'un des nombreux aspects de l'Amérique moyenne. Le journaliste W.J. Clugston soulignait déjà dans les années 40 que la crédulité face au moindre bigot a toujours caractérisé l'idéalisme spécifique du Kansas. Mais s'il est un domaine où ce trait prend une importance toute particulière, c'est bien celui de la politique. Et dans ce domaine, les charlatans ne sont plus des petits bricoleurs improvisés, mais la classe dirigeante de l'État elle-même. Au lieu de considérer les problèmes économiques comme des questions concrètes et matérielles, écrivait Clugston, l'État élit systématiquement toute une bande de fripouilles religieuses, des dirigeants ayant échoué en tout, excepté dans le domaine de la piété feinte et des bonnes intentions. La clique dirigeante de l'État n'a cessé de susciter deux nouvelles croisades contre le péché. La prohibition en est la plus éclairante illustration, car faute de pouvoir trouver quelques nouvel élan émotionnel susceptible de mobiliser la population dans sa lutte contre le mal, il n'aurait pu se maintenir au pouvoir qu'en lui procurant des avantages matériels. Assurément, ils ne se risqueront pas à aller dans ce sens. On peut classer les conservateurs du Kansas en deux groupes fondamentaux. D'un côté, les croyants sincères, gens ordinaires ayant rejoint le camp de la droite politique, pour lutter contre la tyrannie des avocats, contre les professeurs de Harvard qui détestent l'Amérique, contre les politiciens professionnels de Washington et contre l'éviction de Dieu de l'espace public. Ces conservateurs-là se jetteront volontiers sous les roues d'un chirurgien avorteur. Ils feront du porte-à-porte et dépenseront les économies de toute une vie pour défendre leur cause. Et ils militeront, diffuseront l'information et se mobiliseront avec une conviction qui doit faire l'admiration de tous ceux qui croient sincèrement à la démocratie. Dans l'autre groupe, on trouve les opportunistes, politiciens professionnels, avocats et professeurs de Harvard, qui ont finalement découvert que la lame de fond droitière offrait un raccourci fort utile à la concrétisation de leurs ambitions. Nombre d'entre eux ont sans doute, à une époque quelconque, espéré rejoindre le club très fermé des républicains modérés du Kansas. Mais de cette manière, leur parcours aurait néanmoins pris de longues années, voire une vie entière, alors qu'en débitant des prêches faciles à mémoriser et en changeant radicalement leur position sur l'avortement, comme l'ont fait Sam Brownback et d'autres cadres conservateurs, ils se trouvaient immédiatement soutenus par un mouvement de militants de terrain totalement dévoués et bénévoles, ainsi qu'un réseau national d'intellectuels, de think tanks et d'animateurs de télé prêts à les faire mousser. Alors, petite note sur les cadres conservateurs et Brownback. Quand Brownback s'est présenté pour la première fois, il était favorable à la liberté de choix, déclarait David Guitrich, le patron de Kansas for Life. Au début de la carrière de Brownback, on le tenait d'ordinaire pour un républicain modéré classique. En 1993, lors du procès qui lui coûta son poste au département de l'agriculture du Kansas, un article sur Brownback fut publié à la une du plutôt modéré Topeka Capital Journal, qui appartenait à l'époque à la famille de l'épouse de Brownback.
suggérant qu'il avait un brillant avenir en politique. Pour témoigner des qualités de Brownback dans ce domaine, l'article citait de nombreuses louanges émanant de Sheila Fraham elle-même, la républicaine modérée que Brownback devait plus tard démolir dans sa course au Sénat en 1996. Lors de sa première campagne électorale pour le Congrès en 1994, Brownback avait refusé de soutenir le contrat avec l'Amérique. Et on avait à cette occasion loué sa modération toute républicaine. Le 29 septembre 1994, l'éditorial du Wichita Eagle le félicitait de ce même geste. Bien sûr, une fois à Washington, Brownback se positionna encore plus à droite que le fameux contrat avec l'Amérique, en prenant la tête d'un groupe baptisé les Nouveaux Fédéralistes. A Contract with America est le nom donné au programme électoral qui permit aux républicains d'emporter les deux chambres lors des élections législatives de 1994. Largement inspiré par le Newt Gingrich, ce programme était particulièrement conservateur. Nouveau fédéraliste fait référence à un groupe constitué aux premières heures de la République américaine autour de Madison Washington, composant en quelque sorte l'ancêtre du Parti républicain. Donc, fin de l'aparté. Les jeunes et brillants républicains du Kansas savent pertinemment dans quelle direction souffle le vent. Le vieil appareil modéré, disent-ils, est fatigué, vieillissant et très clairement déconnecté du courant national qui fait pencher la balance politique à droite. Bob Dole et Nancy Kassebaum ont définitivement quitté la scène tandis que Brownback, Tiart et compagnie semblent s'être installés parmi nous pour des décennies. Les jeunes et brillants avocats de l'État sont aujourd'hui conservateurs, comme le sont également les jeunes diplômés de Harvard et les universitaires de Rhodes. En 2003, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'un de ces jeunes gens prometteurs lors d'une réception donnée en l'honneur de Sam Brownback, tandis que des fermiers, tannés par le soleil et arborant des broches à leur cravate, serraient la main de leur héros. Cette jeune éminence grise, fils de banquier vêtu d'un costume qui avait dû lui coûter particulièrement cher et doté d'une éducation coteste, plus onéreuse encore, m'informa avec un sourire Washington DC, qu'il ne répondait jamais aux appels de la presse, au mien en l'occurrence. Quel que puisse en être le sujet. Spécimen classique du fils de bonne famille de l'Est, pensai-je en m'en allant. En revanche, il ne m'a jamais traversé l'esprit qu'il pût faire preuve d'une vie spirituelle exceptionnelle. Pourtant, le portrait que le journal de Topeka publia de ce jeune homme, qui m'avait semblé aussi vain que cynique, évoquait une humilité quasi christique, insistait sur le fait que son seul objectif à Washington était de se mettre au service de Dieu, et citait quelques déclarations mielleuses, parmi lesquelles la conviction que son travail comme patron de l'équipe de Brownback était la mission que Dieu lui avait assignée pour l'instant. Eldorado au Kansas. Au cœur du mois de juillet 2002, je suis ici pour tenter d'évaluer l'ampleur de l'interaction réelle entre opportunistes et croyants sincères pour comprendre ce qui fait fonctionner l'équation du Kansas. Aucun nuage dans ce ciel pur et la température frôle les 30 degrés depuis une semaine. La rue principale de la ville, avec ses immeubles du XIXe siècle, est vide, bien entendu. Le seul commerce ouvert est la sempiternelle brocante dont je suis apparemment l'unique client. Jésus serait resté au Vatican au lieu d'être là-bas et de mourir? Mais il n'y a même pas JFK. Il n'y a même pas Jésus là, arrête. Certes, ça parle des croyants, mais quand même. Alors... Le seul commerce ouvert est la sempiternelle brocante dont j'en suis apparemment l'unique client, et en outre pas des mieux venus. La propriétaire renfrognée ne pipe mot et me surveille du coin de l'œil. Tandis que j'arpente les allées de sa boutique. À l'évidence, elle a deviné que je ne suis pas là pour acheter. Un peu plus loin, à Lake Eldorado, une femme se plaint de la chaleur. Tous ceux qui travaillent avec elle, prétend-elle, sont soit diabétiques, soit hyperglycémiques. Et la chaleur fait monter leur taux de sucre à des hauteurs insupportables.
Le lac lui-même est artificiel et il date des années 80. Les vestiges d'une forêt morte gisent juste sous la surface de l'eau, mais sur le rivage, quelques arbres dispersés sont incapables de prodiguer une ombre susceptible de protéger la végétation mourante. C'est la simple rencontre de la prairie et de l'eau sous le soleil écrasant du Kansas. Nos vétérans du Vietnam y tiennent leur rassemblement annuel sur un terrain de camping qu'ils ont baptisé Campement du Ruisseau Ombragé. On y trouve tout ce qu'on peut imaginer dans ce genre de rassemblement. Bière et barbecue, treillis de camouflage, camping-car, tentes et chaises longues. Bref, des gens ordinaires venus du Wichita, Towanda et Hutchinson, pour se retrouver entre vieux copains autour de feux de camp et faire du canotage sur le lac. Pourtant, ils ne sont pas seulement là pour passer un bon moment au sens classique du terme. Outre les réjouissances habituelles, les vétérans se sont unis dans cette fournaise pour rappeler à tous qu'ils sont les victimes de l'un des épisodes les plus cruels de l'histoire américaine. C'est pourquoi on peut également observer un régiment de camelots itinérants qui propose des posters illustrant l'horreur et la soif de revanche, des t-shirts arborant un GI crucifié, un aigle enchaîné à une carte de l'Asie du Sud-Est et des puits à souhait, consacrés à la libération des prisonniers que nombre d'anciens combattants pensent être toujours détenus au Vietnam. Dans la catégorie revanche, on peut acquérir un urinoir à l'effigie de Jane Fonda ou un paillasson à l'effigie du drapeau vietnamien. Pendant les années 70, et en particulier au cours de la guerre elle-même, le sentiment victimaire des anciens combattants du Vietnam se teintait bien souvent de gauchisme. À l'époque, ils se considéraient comme des victimes parce qu'on avait manipulé leur patriotisme au profit d'une cause perdue et même abjecte. Les meilleurs et les plus brillants membres de l'administration Johnson, issus du monde des affaires, produisaient des cadavres comme ils produisaient des voitures ou des appareils ménagers, et vendaient ce massacre sous couleur d'un patriotisme digne des publicités télévisées des années 50. Pourtant, comme tout le reste, la signification politique du martyr vécu au Vietnam a été complètement renversée. Aujourd'hui, on entend le plus souvent affirmer que les soldats ont été d'abord trahis par les libéraux du gouvernement, puis par le mouvement pacifiste, symbolisé par cet abruti de Jane Fonda. L'erreur n'est donc plus d'avoir choisi le mauvais côté dans la mauvaise guerre, mais bien d'avoir laissé ces intellectuels, des manias industrielles transformés en élite libérale traîtresse, nous empêcher de gagner la guerre et de déverser toute notre puissance meurtrière sur la terre vietnamienne. Si des conservateurs du genre de Barry Goldwater avaient soutenu à l'époque cette position, il aura fallu des décennies pour qu'elle acquiert l'influence impressionnante qu'elle possède aujourd'hui. Cette inversion complète pourrait bien être la victoire culturelle la plus éclatante du conservatisme, le patriotisme des années 50, dont avait à l'époque pu penser qu'il était à l'origine du martyre d'une génération, est aujourd'hui considéré comme une cause sanctifiée par les morts et les souffrances. Tout le sang versé n'inspire finalement pas de scepticisme, mais bel et bien un patriotisme toujours plus aveugle. Et petite note sur Barry Goldwater, sénateur républicain de l'Arizona de 69 à 87, partisan de l'utilisation de l'arme nucléaire au Vietnam, Barry Goldwater fut battu par Lyndon Johnson à l'élection présidentielle en 1964. Il est considéré comme le refondateur du mouvement conservateur aux États-Unis, sa candidature de 64 posant les bases de la prise de contrôle du Parti républicain par les conservateurs. Et donc, il y a une autre note de bas de page sur le patriotisme aveugle. Auteur d'un livre qui démonte le mythe populaire selon lequel des manifestants pacifistes auraient craché sur les anciens combattants à leur retour du Vietnam, le sociologue Jerry Lemke écrit « Réputé perdu à cause de la trahison intérieure, la guerre du Vietnam devient un alamo des temps modernes qui doit être vengé, un prétexte à d'autres guerres et des générations de nouveaux vétérans. » Ouais. Sur la guerre du Vietnam, je vous renvoie aux chroniques que j'ai faites pour la chaîne Ostpolitique. Elles sont sur mon SoundCloud. Vous pouvez trouver ça. Hop, je vais vous mettre le lien.
Hop. Quick. C'est pas le con HS, attention. Voilà. Si ça vous intéresse comme sujet. Voilà. Le SoundCloud, Nefangel, même pseudo, tout pareil. Comme d'hab. Donc, dans les années 70, les conservateurs pensaient que le syndrome vietnamien, la peur paralysante d'envoyer des soldats à l'étranger au risque d'y laisser des vies et des votes, était le véritable héritage de l'expérience vietnamienne. De nos jours, l'un des héritages les plus visibles de la guerre du Vietnam est le nouveau militarisme acharné qui permet de mettre sur le dos des libéraux du Congrès et des médias tout revers militaire sur le terrain et qui rend socialement admissible la forfanterie de certains vétérans se vantant de leur sauvagerie et même de leur talent personnel de tueur. Il existe aussi un autocollant très populaire sur lequel on peut lire « Ne cours pas, tu mourrais fatigué ». Pour rappel, voilà, c'est quand il a été... ça, c'est des extraits de quand il a été sur le terrain en 2002, donc un an après les attentats du World Trade Center et du Pentagone. Et donc, c'est en pleine guerre d'Irak. Selon cette façon de voir, le plus cher désir du soldat est de se battre, le plus sauvagement possible de préférence. L'entraîner et l'envoyer au combat n'est plus une décision abominable, mais une mission naturelle, voire noble. Soutenir nos soldats, c'est les envoyer au combat. Tout cela ne va-t-il pas à l'encontre du sempiternel conflit entre officiers et simples soldats, dont témoignent d'innombrables romans de guerre ? Aujourd'hui, on cherche à identifier le soldat de base à son commandant, qui se démène indubitablement comme un beau diable pour offrir à ses hommes une chance d'aller se battre. Appliquer à la véritable histoire de la guerre du Vietnam, cette façon de voir sous-entend que l'armée n'a pas eu à souffrir de la désobéissance, de la critique interne, ni même de l'influence de la contre-culture évoquée dans des films tels que Good Morning Vietnam. La critique était l'apanage exclusif des traîtres hippies restés à la maison. Il suffit pourtant de retourner à nos vétérans de Lake Eldorado pour constater que ce fossé entre ces soldats et les hippies n'est pas aussi marqué qu'on le pense généralement. Certes, le propriétaire d'un barbecue a punaisé dans son stand une affiche sur laquelle Maxine, la mémé loufoque mais adorable des cartes postales Hallmarks, déclare sans embâge « Eh, c'est soit une nation sous la protection de Dieu, soit bouffe mon cul et casse-toi ». Mais dans l'ensemble, le rassemblement de tout entier baigne dans la culture rebelle des années 60. Piercing, barbe, cheveux longs et chemise délavée. La musique la plus hard rock de l'époque du Vietnam flotte sur toute la Réunion, transmise par des amplis gigantesques. Cream, les Doors, les Rolling Stones et Deep Purple sont autant de signes évidents de l'époque où les vétérans formaient une génération, et où le monde entier tremblait devant leur musique violente. Musique qui, après de nombreuses années d'une production industrielle et révolte artificielle, n'est pas plus menaçante aujourd'hui qu'un jingle d'émission pour enfants. Pour finir, on baisse le son et on prend place sous le treillis de camouflage pour écouter Phil Klein, jeune conservateur prometteur en campagne pour la nomination républicaine au poste de procureur général du Kansas. Klein chauffe tout d'abord la salle en racontant une histoire atroce de prisonniers de guerre martyrisés par des Nord-Vietnamiens qui, entre deux tortures, se moquaient d'eux en prétendant que l'Amérique les avait oubliés. Que l'Amérique s'en moque, l'Amérique ne viendra pas vous chercher. Klein est un orateur remarquable, voire hypnotique, dont les talents doivent beaucoup aux années passées à faire son petit limbo sur les ondes d'une radio locale de Kansas City. Donc Limbo, c'est Rush Limbaugh, un ultra-conservateur qui a une émission de radio très populaire. Il ne fait aucun doute que j'entends là la énième répétition d'un discours de campagne soigneusement rodé.
Et de fait, j'en entendrai des extraits un très grand nombre de fois avant que l'année ne soit écoulée. Pourtant, à chaque fois, Klein parvient à nous faire croire que ce qu'il nous dit nous est exclusivement réservé. Sur l'estrade, il se tient légèrement voûté en chemise et la cravate jaune relâchée sous l'effort. Sa voix légèrement enrouée se casse même parfois sous l'effet de l'émotion. L'éloquence de Klein est de première qualité. Sans doute la meilleure du Kansas. Et il le sait pertinemment. Klein a passé ces dernières années à se présenter à des élections. Et si sa coupe de cheveux impeccable et ses lunettes non cerclées rappellent Alf Landon, son message est purement réactionnaire. Subrepticement, Klein glisse d'un goulag nord-vietnamien aux graves problèmes culturels d'aujourd'hui. Alors qu'à l'époque les prisonniers de guerre risquaient la torture pour avoir fait serment d'allégeance au drapeau, nous vivions aujourd'hui au sein d'une société qui a, sur l'injonction d'un tribunal et de la délirante ville de San Francisco, exclu ce serment des salles de classe. Un ancien combattant exprime alors sa vive indignation. Bordel de merde! Klein sait pourtant parfaitement que le verdict californien ne s'applique pas au Kansas, mais il poursuit néanmoins. Et un mois après, une autre cour fédérale en Pennsylvanie a décrété que nos enfants devraient pouvoir avoir accès à la pornographie à l'école, faisant apparemment référence à une décision de justice limitant l'usage des filtres d'Internet. Ainsi, sur une côte, on nous dit que le serment est inconstitutionnel, et sur l'autre que nos enfants doivent pouvoir accéder librement à la pornographie parce que la Constitution l'exige. Une fois de plus, les braves gens de l'Amérique moyenne sont humiliés et victimes du snobisme délirant des deux côtes. Aussi sûrement que les soldats pouvaient l'être dans les prisons vietnamiennes il y a 30 ans de cela. Mais Phil Klein est là, partageant notre souffrance et vitupérant contre les puissants de l'administration qui essayaient de soumettre la population du Kansas. Le génie de l'Amérique, mes amis, poursuit-il, ne se trouve pas dans les allées du pouvoir. Le gouvernement n'est pas le dépositaire de toute sagesse. Le génie de l'Amérique se trouve dans nos cuisines, dans nos salons et dans nos lieux de culte. Klein s'emballe à présent, se préparant à un grand moment jacksonien. Sa cadence verbale digne d'un prêcheur charismatique approche de son apogée métaphysique. Le gouvernement n'est pas là pour créer des privilèges particuliers, pour écouter ceux qui crient le plus fort, pour ne s'occuper que de ceux qui rédigent les plus gros chèques. Il est là pour protéger nos droits les plus fondamentaux. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré un membre de l'équipe de campagne de Klein, pour tenter de comprendre ce que ce dernier entendait par cette histoire de gros chèques. Au Parlement du Kansas, Klein s'était fait une réputation de fanatique de l'abattement fiscal, en particulier en faveur de ceux qui rédigent de gros chèques. Même pour un vieux cynique tel que moi, la réponse fut stupéfiante. Selon son attaché de presse, Klein faisait référence au procès antitrust intenté à Microsoft. Et il m'apprit que le Kansas était l'un des rares États à ne pas s'être encore entendu avec le géant de l'informatique sous prétexte que le procureur général sortant, un modéré, touchait de l'argent de la part d'Oracle et autres concurrents de Microsoft. Pour Klein, ce procès antitrust n'a clairement aucune raison d'être et ne constitue en fait qu'un racket politique. Le département de la justice de Clinton a menacé cette entreprise de disparition, à moins qu'elle ne se plie à toute exigence du pouvoir exécutif. Idem pour l'industrie du tabac. Le pouvoir exécutif menace cette activité d'extinction, à moins qu'elle ne donne de l'argent au gouvernement pour lui permettre de financer ses lubies. Le raisonnement est tortueux et d'inspiration clairement conspirationniste. Mais il a trouvé un républicain pour le servir. Klein servira les intérêts des pauvres et des déshérités du Kansas en volant à la rescousse de Microsoft. Le porte-parole de Klein m'a également appris qu'il était nécessaire d'expédier davantage de citoyens du Kansas en prison. Selon lui, dans cet état, le taux d'occupation des prisons a atteint 44% dans les années 90 pour 7,7% dans le reste du pays. En conséquence, nous ne voyons pas autant de gens en prison que les autres États. Le problème n'est pas notre taux de criminalité, mais la négligence avec laquelle nous châtions les coupables. Et c'est bien ce qui est embarrassant vis-à-vis du pays tout entier. Il nous faut être plus durs et rattraper le temps perdu, remplir les prisons existantes et en construire de nouvelles.
Un peu plus tard, le porte-parole me rappelle que Klein est chrétien, membre de l'église du Nazaréen, et qu'il lit la Bible tous les jours. D'ailleurs, quelques mois plus tard, j'ai appris dans un article sur Klein, devenu depuis procureur général du Kansas, qu'il avait prêché dans une église de Dodge City. À la lecture de cet article, je me suis demandé quel pourcentage d'occupation des prisons aurait exigé Jésus. Le candidat contre lequel se présentait Klein ce jour d'été étouffant à Eldorado était un éminent républicain, modéré de Leawood, l'une des banlieues les plus huppées du Johnson County. Même si Klein est également originaire de ce comté, le combat entre les deux candidats suivit rapidement le scénario symbolique habituel. Klein représentait le citoyen ordinaire, l'autre l'élite. Klein se présentait comme l'élu des barbecues et des packs de bière républicains. Les portraits publiés dans la presse notaient qu'il n'était pas riche et ne prétendait pas l'être. La maison modeste dans laquelle il vivait fit bientôt son apparition, ainsi que la profondeur de sa foi. Puis un journaliste évoqua les voitures de Klein, sa Buick et sa vieille Crown Vic. Ces voitures sont hautement symboliques. Au cours de ma conversation avec l'attaché de presse de Klein, j'avais appris que son adversaire, en revanche, était membre du Country Club et faisait ses courses d'élitiste au volant d'une Volvo. Suivez normalement quelque temps notre Phil Klein et vous commencerez à suspecter que toute sa rhétorique ouvriériste n'est finalement que l'invention d'un esprit politique exceptionnel. Alors même que la droite populiste de l'État ne cesse de critiquer les politiciens professionnels rongés d'ambition, elle se demande très rarement si son héros, Phil Klein, ne serait pas finalement l'un de ses personnages. Il est constamment en campagne électorale. À l'Université du Kansas, il est président des étudiants républicains. Il s'est présenté au Congrès alors qu'il n'était encore qu'un étudiant en droit. Il s'est fait un nom dans les années 90 comme farouche avocat des réductions fiscales du Parlement de l'État avant de se présenter au nouveau Congrès. Ensuite, il s'est fait nommer au poste de procureur du Kansas. Et au moment de notre rencontre, il briguait le poste de procureur général de ce même État. Poste auquel il a finalement été élu. Mais les devoirs de sa fonction ne l'ont pas incité à cesser pour autant de faire campagne. Les questions que Klein a choisi de soulever sont justement du genre de celles qui alimentent la guerre culturelle. La sexualité des mineurs, le viol homosexuel, etc. Et qui ne peuvent que satisfaire ses partisans et le placer sous les projecteurs de la réaction. Moins d'un an après son élection, Klein avait déjà participé au O'Reilly Factor, s'en prenant de concert avec le vieux Bill aux valeurs scandaleuses défendues par l'ACLU. Je suis persuadé que Klein a soigneusement travaillé sa posture populiste. Les gens qui connaissent l'homme depuis des années affirment que son conservatisme est de pure façade. Bien sûr, je ne peux en être certain, mais ce que je peux dire, c'est que Phil Klein est l'une des cinq seules personnes que j'ai jamais rencontrées au Kansas, qui connaissait la différence entre ce que les journalistes appellent aujourd'hui le populisme et l'original de gauche du XIXe siècle. Un jour, que je nommais le lycée que j'avais fréquenté dans ma jeunesse, sa première réaction fut de lancer, dans l'un de ces exercices que les politiciens réussissent si bien, il alla rechercher dans quelques doubles fonds secrets de sa mémoire le score exact d'un match de football américain entre mon établissement et le sien dans les années 70. Mais immédiatement, semblant se souvenir de quelque chose, il reprit son rôle de prolétaire et répliqua en riant que mes anciens camarades de lycée qui avaient déménagé de Kansas City étaient probablement à cette heure sur un terrain de golf, voire aux Bermudes. L'aveuglement des militants conservateurs de base face au manque évident de sincérité de leurs dirigeants est l'un des véritables miracles culturels de la Grande Réaction. Il touche aussi bien le niveau local que les plus hautes sphères du mouvement, du plus sincère candidat au conseil municipal, jusqu'à George W. Bush lui-même, personnage si maladroit dans ses invocations à Dieu qu'il y tombe parfois dans le blasphème pur et simple. Petite note de bas de page, selon le journal israélien Haaretz du 26 juin 2003, le président Bush aurait déclaré au premier ministre palestinien « Dieu m'a ordonné de frapper Al-Qaïda et je l'ai fait. Puis il m'a ordonné de frapper Saddam, ce que j'ai fait. À présent, je suis bien décidé à régler le problème du Moyen-Orient. »
En outre, même si les conservateurs dénoncent souvent la piété feinte des démocrates, ils se considèrent eux-mêmes tant au-dessus de toute critique dans ce domaine qu'ils errent avec insouciance dans le royaume de l'hypocrisie, sans jamais prendre le temps de se demander si leurs partisans ne risquent pas de s'en apercevoir. Éminente conservatrice, fameuse pour avoir posé en mini-jupe il y a 10 ans sous la couverture du New York Times Magazine, Laura Ingraham accuse aujourd'hui l'élite de Hollywood de vouloir détruire les valeurs traditionnelles. Dans la dénonciation de la fausse piété des démocrates, c'est une fois de plus l'incroyable Ann Coulter qui l'emporte. Les démocrates ne parlent jamais de croire en quelque chose, ils parlent de feindre de croire en quelque chose. Les Américains croient en ce satané Dieu et pas nous, alors comment nous débrouiller pour qu'ils croient que nous croyons en Dieu? Parfaite illustration du mépris habituel des démocrates pour l'opinion des gens ordinaires. Ann Coulter se fait passer pour une journaliste. Bill O'Reilly pour un prolétaire. Les politiciens bellicistes, petits et grands, se présentent comme des anciens combattants endurcis, alors que les politiciens pacifistes, qui sont de vrais anciens combattants, sont accusés de mollesse. Véritable bourreau du drogué, Rush Limbaugh s'est avéré en être à lui-même. Les carrières de Newt Gingrich, Henry Hyde, Bob Barr et Enid Waldhaus sont toutes ternies par les preuves de leur profonde hypocrisie. Cependant, les militants de base n'en soupçonnent rien. La force de leur imaginaire victimaire commun est telle qu'elle l'emporte sur les faits les plus concrets et tout simplement les plus avérés. Et c'est la fin du chapitre 12. Nous allons donc passer à l'épilogue. Dans le jardin du monde. En 1965, l'année de ma naissance, la famille Frank habitait encore à Shawnee, banlieue ouvrière de Kansas City. Un quartier modeste à l'extrême ouest du périmètre urbanisé, jusqu'à après les voies de la compagnie ferroviaire de Santa Fe. À cet endroit, la ville se fondait lentement dans la campagne, et les lotissements étaient bordés par des champs de soja. Les arbres n'étaient pas assez hauts pour cacher le bleu profond du ciel du Kansas. Mon père se souvient aujourd'hui que c'était un paradis pour les travailleurs, un lieu où les maisons de type ranch ou à 2 étages abritaient les familles des représentants en appareils ménagers, les mécaniciens de l'industrie automobile et des jeunes ingénieurs de la gigantesque usine Bendix implantée juste de l'autre côté de la frontière de l'État, gens optimistes parfois bénéficiaient du GI Bill, et doté de télé couleur encastrées dans les meubles massifs et en faux acajou. Votée par l'État fédéral en 1944, cette loi attribua notamment des bourses d'études aux anciens combattants, facilitant ainsi la reconstitution d'une classe moyenne. Où est-ce que c'est le J-Bill? Donc, le monde n'est pas encore devenu difficile pour eux, et si vous leur aviez dit qu'elle serait un jour inféodée à quelque chose du genre Fox News, une chaîne de télé qui ne propose que torture à ses spectateurs, le défilé incessant d'images d'un monde en ruine qu'ils sont, selon elle, impuissants à changer, ces gens ne seraient sérieusement inquiétés que... Ces gens se seraient sérieusement inquiétés pour votre santé mentale. Shawnee est aujourd'hui un lieu épuisé dont les belles heures sont définitivement passées. À l'image de ces villes fantômes bâties au cours des années 80 à l'ouest de l'État dans une bouffée d'optimisme inexplicable. Lorsque je rends aujourd'hui visite à mon ancien quartier, je suis le seul piéton à déambuler dans les rues. Spectacle si étrange que les automobilistes ralentissent pour mieux m'observer. L'école primaire que fréquentait mon frère, à l'époque des cheveux en brosse, les B-47 rugissant au-dessus de sa tête tandis qu'il gambadait dans les rues, va bientôt fermer pour de bon. Nulle trace des bataillons de gamins qui se poursuivaient dans les rues. D'ailleurs, ces bataillons de gamins ne seraient plus les bienvenus dans la nouvelle Shawnee, avec ses monceaux de détritus rouillés, ses molosses hargneux et ses pancartes « Défense d'entrée ». L'église luthérienne du bas de la rue, qui impressionnait tant le gamin de 5 ans que j'étais, par son audacieuse modernité 68arde, ressemble aujourd'hui à un taudis risiblement mal foutu. À la peinture écaillée et abandonnée au milieu d'une pelouse sans arbres envahie de mauvaises herbes.
Le centre commercial construit l'été même, où ma famille a déménagé pour Mission Hills, est désormais passé par toutes les étapes de la décadence et de la rouille. Ces boutiques sont désertées à l'exception d'une salle de billard, d'un club de karaté et de l'inévitable magasin d'antiquités. L'implacable amertume idéologique qu'on discerne partout à travers l'État atteint ici la saturation. Les quartiers est de Shawnee sont restés ouvriers, mais après 30 ans de désarticalisation et de salaires stagnants, les banlieues ouvrières de ce genre ne ressemblent plus à leur passé et ne se comportent plus comme alors. La Shawnee d'aujourd'hui réclame, comme n'importe quel autre endroit du Kansas, l'arrêt des subventions à l'enseignement public et à la recherche sur les cellules souches. Elle réclame la baisse des impôts et surtout le privilège de s'incliner devant le trône des affairistes. Cette banlieue est renommée pour avoir envoyé les anti-évolutionnistes les plus acharnés du département à l'éducation de l'État et avoir élu à la représentante la plus conservatrice du Kansas, une femme qui justifie par les drames qui ont marqué sa vie l'acharnement qu'elle met à avoir l'État faire tout son possible pour soulager les entreprises de leur fardeau fiscal. Les bureaux de Kansas for Life, la vénérable association de Tim Golba, occupent un des magasins du centre commercial en déshérence et le quartier général de l'équipe de campagne de Phil Klein, qui s'y trouve également logé dans un préfabriqué installé sur un terrain envahi par des mauvaises herbes, à quelques encablures à peine de l'ancienne résidence des Franks. Il y a quelque temps de cela, le Wall Street Journal a publié un reportage sur une terre où la haine fait office de pain, où une classe dirigeante dénuée de tout principe a exploité durant des décennies une population misérable, tout en favorisant en son sein une culture victimaire dont la haine est toujours dirigée contre un autre, mystérieux et cosmopolite. Dans ce malheureux pays, les revendications culturelles impossibles à satisfaire l'emportent inexplicablement sur les revendications matérielles concrètes et l'intérêt économique de la population cède le pas à une mythologie de l'authenticité et de la justice bafouée. L'article était supposé décrire la situation des États arabes dans leur conflit avec Israël. Pourtant, à sa lecture, j'ai immédiatement pensé à mon cher vieux Kansas et au rôle que les localités comme Shawnee jouent dans la mythologie populiste et conservatrice. L'ingrédient de base du conservatisme, la communauté des affaires, est la faction qui a le plus bénéficié du mouvement de fond qui a causé tant de dégâts dans les environs. Néanmoins, les intellectuels conservateurs ont su contrôler la situation en proposant une nouvelle manière irrésistible de canaliser le sentiment victimaire. Ils nous ont invités à prendre place parmi l'humble volk de l'Amérique moyenne. Ce peuple vertueux subissant l'autorité d'une élite snob qui impose sa philosophie étrangère à l'Amérique profonde. Certes, reconnaissent les conservateurs, les choses se sont bel et bien matériellement dégradées dans les campagnes et les petites villes. Mais ainsi va le monde. Ce sont juste les forces de la nature en action. La politique, c'est autre chose. La politique est affaire d'art blasphématoire, de procès délirants intentés par des avocats délirants et de pop stars aux propos lénifiants qui ruinent la culture américaine. La politique, c'est lorsque les habitants des petites villes regardent autour d'eux les dégâts causés par Walmart et Kong Agra, puis décident de se lancer dans une croisade contre Charles Darwin. Néanmoins, la réaction a plus à offrir que cette simple identité préfabriquée. Elle offre également aux gens une grille de lecture de la bourdonnante culture de masse dans laquelle nous évoluons. Prenons par exemple le stéréotype du libéral qui apparaît si fréquemment dans le discours réactionnaire, arrogant, riche, bien élevé, chic et tout-puissant. Mon expérience m'a appris que les libéraux ne sont rien de tout cela. C'est un rassemblement de grincheux, pour la plupart appauvris et jouissant à peu près d'autant d'influence sur la politique américaine que la caissière d'un grand magasin sur la stratégie économique de son entreprise. Ce n'est pas un secret, il suffit de lire n'importe quel numéro de The Nation, de In These Times,
ou du magasin que reçoivent les membres des United Steelworkers, pour se rendre assez rapidement compte que les libéraux ne parlent pas au nom des puissants et des riches. Pour rappel, les libéraux aux États-Unis, c'est la gauche, on va dire. C'est tout ce qui est vaguement de gauche à peu près. Nous, en France, les libéraux, ce serait plus tout ce qui est libéral, démocratie. Donc tout ce qui est dans la mouvance type Hidalgo, Jadot, Macron. Donc c'est le libéralisme économique en France. Pour eux, c'est libéraux sur le plan des mœurs, quand ils parlent de ça. Pas économique. En revanche, quand vous feuilletez le magazine People, vous faites une toute autre opinion de ce que sont les libéraux. Ce journal nous dit tout sur les vedettes de cinéma qui participent à des galas de charité pour les droits des animaux ou en faveur des non-privilégiés. Des chanteurs célèbres dans les années 60 y expriment leur inquiétude pour tel ou tel groupe de victimes en arborant un petit ruban au revers de la veste. Des figures du petit écran demandent au monde de cesser de tenir des propos injurieux envers les handicapés ou les obèses. Et de superbes individus font don de vêtements extrêmement coûteux ou achètent des œuvres d'art alternatifs. Extrêmement coûteuses. Dînent dans les restaurants alternatifs extrêmement coûteux et s'émeuvent dans des tenues punk ou un look humanitaire très coûteux eux aussi. Dans les pages de ce magazine, le libéralisme est, en effet, très superficiel et se réduit à un étalage arrogant de bonne conscience. Le libéralisme est arrogant et condescendant. C'est une affaire de politique dans laquelle les beaux et les bien-nés disent aux rustres et aux démunis et aux bizarrement vêtus la manière dont ils devraient se conduire. Qu'ils devraient cesser d'être racistes ou homophobes et comment ils pourraient devenir meilleurs. Dans une Amérique où les principaux canaux d'information sur les réalités de la vie sont la télé et le cinéma, on peut aisément se convaincre que les libéraux dominent notre univers. Des dessins animés féministes destinés aux enfants de 10 ans sont immédiatement suivis de publicités pour des déodorants quelque peu audacieuses. Des catégories entières de films sont construites autour de blagues sexuelles plus ou moins implicites, et même les émissions pour nourrissons évoquent le sujet au travers de chansons réalistes. Comme toute industrie, l'industrie culturelle ne vise qu'à servir ses propres intérêts, et non ceux du Parti démocrate. C'est pour fidéliser un public adolescent que les blagues sexuelles sont devenues quasiment inévitables, et certainement pas pour permettre aux libéraux de gagner les élections. Faciliter l'identification et l'expression de son appartenance ethnique au travers des produits n'est pas non plus l'expression d'une quelconque idéologie gauchiste, mais celle du consumérisme. Tout cela est inscrit dans l'ADN de l'industrie culturelle qui est aussi susceptible d'être influencée par un électorat américain, scandalisé que l'est l'occupant du trône danois. L'une des forces de la réaction est de ne jamais prendre cela en compte. Ces leaders accusent le libéralisme hollywoodien. Ces électeurs éjectent une poignée de libéraux de leur siège et se montrent surpris de l'indifférence générale de Hollywood. Ils en expulsent encore quelques-uns, et pourtant jamais rien ne bouge. Ils renvoient à Washington un bataillon complet de politiciens favorables au monde des affaires, mais l'industrie culturelle continue son petit manège bien tranquillement. Pourtant, les politiciens réactionnaires qu'ils ont élus semblent sincèrement désireux de faire quelque chose de différent. Ils se tiennent fièrement dressés sur la scène du Sénat et crient « Non !» à tout ce qu'on leur propose. Et c'est bien là l'essentiel. Dans un monde médiatique où ce que hurlent les gens dissimule généralement ce qu'ils font effectivement, la réaction apparaît parfois comme la seule force de contestation existante, le seul mouvement qui offre une place aux austères, aux mal-habillés, aux croyants et à tous les pauvres bouffons dont se moquent constamment nos gloires de la culture dominante. C'est ainsi que la réaction devient l'éternel alter ego de l'industrie culturelle, un trait de la vie américaine aussi incontournable et aussi étrange que Hollywood lui-même. Pourtant, au même moment où elle rejette la culture commerciale dominante, la réaction se prend à l'imiter.
Le conservatisme offre à ses partisans un univers parallèle peuplé des mêmes biens spirituels séduisants que la culture dominante, authenticité, rébellion, noblesse du martyr et même individualisme. Mais le point commun, essentiel entre la réaction et la culture commerciale dominante, est leur refus obstiné de porter un regard critique sur le capitalisme. D'ailleurs, le rejet total de la question économique par le populisme ne pouvait se faire que dans le cadre d'une culture comme la nôtre, où la politique concrète a déjà été évincée, et où l'économie a été remplacée par les revendications pseudo-spirituelles. C'est là le mensonge fondamental de la réaction, la stratégie de manipulation qui rend cette parade dénuée de tout sens possible. Dans sa stratégie de rejet et de dénégation, la réaction refuse obstinément de considérer que les agressions contre ses valeurs, les insultes et le mépris hollywoodien sont tout autant les produits du capitalisme que les hamburgers McDonald's et le Boeing 737. À qui doit-on faire porter la responsabilité de cet univers paranoïaque, peuplé de mensonges et de braves gens laissés sur le carreau? Si j'ai consacré une bonne partie de ce livre à énumérer toutes les façons dont les électeurs du Kansas ont choisi les politiques les plus masochistes, il est également évident, à mes yeux, que les libéraux ne sont pas pour rien dans le phénomène réactionnaire. Le libéralisme n'est sans doute pas cette conspiration omnipotente et monstrueuse qu'évoquent les conservateurs. Mais ces échecs n'en sont pas moins évidents. Au cours des 40 dernières années, le libéralisme a un beau jour cessé de satisfaire une grande partie de son électorat traditionnel. Et on peut dire que le libéralisme a autant perdu des fiefs tels que Shawnee et Wichita que les conservateurs ne les ont remportés. Pour moi, c'est en partie dû à la réponse que le Parti démocrate a plus ou moins apporté à son déclin progressif. Le Democratic Leadership Council, DLC, organisation dont sont issues les personnalités telles que Bill Clinton, Al Gore, John Lieberman et Terry McAuliffe, colistier d'Al Gore et candidat à la présidence des États-Unis en 2000, Joseph Lieberman s'est rapproché de Bush au point d'avoir été pressenti pour le ministère de la Sécurité intérieure, et ayant rompu avec le Parti démocrate, il est reconduit en candidat indépendant avec le soutien de nombreux républicains au poste de sénateur du Connecticut en 2006, qu'il occupait depuis 1989. Directeur des campagnes du Parti démocrate, président du Comité national démocrate de 2001 à 2005, Terry McAuliffe est actuellement le président du comité de campagne de Hillary Clinton. Voilà. Donc, je reprends. Le Democratic Leadership Council, le DLC, organisation dont sont issues les personnalités telles que Bill Clinton, Al Gore, John Lieberman et Terry McAuliffe, a longtemps poussé le parti à négliger son électorat populaire et s'est obstiné, en revanche, à recruter parmi les professions indépendantes blanches aisées et généralement libérales sur les questions sociales. Les principaux soutiens que le DLC a cherché à courtiser sont bien entendu des entreprises susceptibles de financer des campagnes électorales à des niveaux bien supérieurs à ce que pouvait offrir le mouvement syndical. Selon le Nouveau Démocrate, la meilleure manière de s'assurer des votes, et plus important encore, de collecter de l'argent de cet électorat si convoité, est de tenir bon. Par exemple sur la position pro-avortement, tout en faisant d'incessantes concessions sur les questions économiques. ALENA, sécurité sociale, législation du travail, privatisation, dérégulation et tutti quanti. Ces démocrates ont explicitement écarté ce qu'ils qualifient de guerre de classe et se montrent invariablement soucieux des intérêts du monde des affaires. À l'image des conservateurs, ils ont jeté aux orties les questions économiques. Quant aux électeurs de la classe ouvrière, qui constituent jusqu'à récemment encore la colonne vertébrale du parti, le DLC a estimé qu'ils ne rejoindraient pas le camp adverse. Pourtant, les démocrates ne seront au mieux à peine meilleurs que les républicains sur les questions économiques. D'un autre côté, quel politicien de ce pays, qui adore les success stories, souhaiterait réellement être le porte-parole des pauvres? Comment peut-on gagner facilement de l'argent de cette manière? C'est ainsi qu'on peut rapidement résumer la stratégie criminellement stupide qui a dominé la réflexion démocrate bon an mal an depuis les années 70 et l'ère de la nouvelle politique. Dans les années qui ont suivi cette stratégie,
n'a remporté que bien peu de victoires. Souvenez-vous que le terme Youpi s'est imposé en 1984 pour qualifier les partisans de la candidature présidentielle de Gary Hart. Sénateur démocrate du Colorado de 1975 à 87, Gary Hart aspira à l'investiture de la convention du Parti démocrate en vue de l'élection présidentielle de 84. Il sera ridiculisé par son rival Walter Mondale, qui lui reprochait la superficialité de ses discours et ses idées nouvelles. Comme le politologue Eugene Dion l'a judicieusement fait remarquer, le principal résultat de cette stratégie fut que les deux partis devinrent les véhicules des intérêts de la classe moyenne supérieure américaine, et que le vieux discours de gauche de la classe ouvrière disparut rapidement du domaine de l'admissible. Pendant ce temps, les républicains travaillaient dur à forger leur propre rhétorique populaire de droite, et tandis qu'ils faisaient du pied à l'électorat populaire, les démocrates, dont c'était la base traditionnelle, s'en débarrassaient en expulsant ses représentants et leurs fonctions au sein du parti, et en les envoyant en mépris aux poubelles de l'histoire. Les démocrates auraient difficilement pu imaginer une stratégie plus désastreuse. Et le désastre s'est produit inévitablement. Malgré leurs efforts désespérés pour résoudre la quadrature du cercle, ils perdent irrémédiablement du terrain. Mais étrangement, les démocrates de l'écurie DLC ne semblent pas s'en formaliser. Ils paraissent attendre des jours meilleurs, quand leur parti sera devenu, dans les faits, ce que David Brooks et Ann Coulter prétendent qu'il est déjà. Le rassemblement des riches et de ceux qui s'estiment légitimes. À mesure que les républicains élaborent leurs stéréotypes pernicieux de l'élite libérale, les démocrates semblent mettre un point d'honneur à y coller au plus près. Ce type de démocrate observe ce qui se passe aujourd'hui au Kansas et se frotte par avance les mains. Regardez comme les questions sociales de Ronald Reagan reviennent ôter le cul de son parti. Pour ces démocrates, si seulement les conservateurs poussaient le bouchon un peu plus loin, le Parti républicain s'aliénerait pour de bon les riches modérés des banlieues résidentielles, et le Parti démocrate pourrait alors mettre les pieds dans la place et remporter des endroits comme Mission Hills et tout le pognon que leurs habitants sont en mesure de lui refiler. Même si je me réjouis autant que n'importe qui de voir les républicains se battre les uns contre les autres, je ne pense pas que l'histoire du Kansas donne à aucun vrai libéral l'occasion de se réjouir. Il est possible qu'un jour, le rêve du DLC devienne réalité et que les démocrates ayant glissé si loin vers la droite qu'ils ne seront plus distinguables des modérés de la vieille école, les républicains les plus fortunés rejoindront finalement leur rang en masse. Mais en chemin, les principes défendus par les libéraux comme l'équité et la sécurité économique auront été totalement abandonnés. Abandonnés, insistons bien, au moment même où nous en avons le plus besoin. Donc là, pour faire une comparaison avec ce qui se passe en France, le bloc républicain qui se radicalise, c'est les républicains, très clairement, c'est les républicains avec l'extrême droite. Le bloc démocrate, c'est Emmanuel Macron, très clairement, c'est l'EPS, Emmanuel Macron, où en fait on va chercher les financements chez les riches pour faire campagne, on garde une base morale, voilà, on est pour l'avortement, etc., ce genre de choses, pour le droit à l'avortement, on garde une base morale, les droits des minorités, etc. Par contre, économiquement, on est clairement à droite, ultra-libéral, pour s'allier aux puissances d'argent, et donc prendre le pouvoir via les puissances d'argent. Et derrière, eux, ils ont toute une frange de la population qui serait pour un programme populaire de redistribution sociale, mais qui n'existe pas, parce qu'ils ont que deux partis. Donc chez eux, en fait, ils ont Bernie Sanders, qui est un espèce de Mélenchon, mais qui est au sein du Parti démocrate, et qui ne peut pas en sortir, puisqu'ils sont dans un bipartisme. Et donc cette voie-là n'existe pas. Bref, s'il est une leçon que les libéraux peuvent tirer de ce qui est arrivé au Kansas, ce n'est certes pas ce qui
ce n'est certes pas qu'ils seront un jour invités à prendre le thé à Cupcake Land, mais bien plutôt que leur prétention historique à devenir un second parti pro-business n'a aucun sens. Il y aurait de nombreuses raisons que les habitants de Wichita et de Garden City retournent un jour vers le parti de Roosevelt au lieu de le déserter en masse. Mais culturellement parlant, cette option ne leur est plus désormais proposée. Les démocrates ne s'adressent plus aux perdants du système de libre marché, qui est de plus en plus brutal et plus arrogant chaque jour. Le problème n'est pas que les démocrates sont comme un seul homme favorable à l'avortement ou contre les prêches religieuses dans les salles de classe. Le problème est que, en abandonnant le discours de classe qui les distinguait auparavant si clairement des républicains, ils se sont montrés terriblement vulnérables aux problèmes culturels tels que la détention d'armes ou l'avortement, ainsi qu'à toutes les questions délirantes de ce type qui auraient traditionnellement été écartées au profit de sujets plus concrets. Aujourd'hui, les républicains parlent sans cesse de classe d'une manière bien évidemment cryptée, et les démocrates redoutent de le faire. Franchement, notre second tour actuel, Macron-Le Pen, c'est exactement ça, c'est démocrate contre républicains aux États-Unis. Les républicains, c'est Marine Le Pen, donc qui essaye de parler aux classes pauvres, en leur disant « Si, on va s'occuper de vous, vous inquiétez pas », mais en mettant surtout en avant des choses sur les mœurs, et non pas sur l'économie. L'économie, c'est un épouvantail. Enfin non, pas un épouvantail, c'est pas repoussoir, non, c'est un leurre. C'est un appât. Et très clairement, si elle est au pouvoir, elle fera comme les républicains aux États-Unis, c'est-à-dire qu'elle ne fera rien au niveau économique. Elle aura juste siphonné les votes en se basant sur les plus pauvres, donc siphonner les votes des plus pauvres, sans rien faire pour arranger le fait qu'ils soient pauvres, mais par contre elle fera des choses du côté des mœurs. Et par contre elle sera très alignée sur le capital. Alors qu'en face on a Macron qui est très aligné sur le capital, qui ne fera rien pour l'économie, pour les plus pauvres, mais qui sur les mœurs promet d'être un peu moins violent, on va dire. Ça risque d'être un peu plus tranquille, même si récemment, on a vu que ça se dégradait aussi. La stratégie politique des démocrates consiste à se contenter de croire que les gens savent exactement où se situe leur intérêt économique et qu'ils agiront quasi instinctivement en conséquence. Nul besoin d'une rhétorique de classe de la part des porte-paroles du parti, et un libéral se gardera bien de se salir les mains en fraternisant avec les déshérités de la terre. Il suffit que les gens jettent un coup d'œil au curriculum démocrate et le choix est vite fait. Les démocrates sont légèrement plus favorables à la sécurité sociale, légèrement plus stricts dans le domaine écologique et moins agressifs vis-à-vis des syndicats que les républicains. Mais l'erreur fatidique des démocrates est que les gens ne comprennent généralement pas spontanément la situation dans laquelle ils se trouvent. Ils ne connaissent pas forcément les choix disponibles pour passer à l'action, les organisations auxquelles ils devraient adhérer, ni les raisons pour lesquelles ils devraient se battre. Le libéralisme n'est pas une force karmique qui vient faire contrepoids au monde des affaires lorsque ce dernier va trop loin. C'est une création des hommes aussi sujette aux revers et aux défaites que n'importe quelle autre personne. Prenons notre système de sécurité sociale, notre fiscalité, les réglementations et l'assurance sociale qui sont en permanence visées par la réaction. La sécurité sociale, les services alimentaires et médicaux, comme tout le reste, ne sont pas sortis par magie du sol, pour pallier les excès évidents du système de laisser-faire. Non, ce sont les produits de décennies de militantisme, de lutte sanglante entre grévistes et milices de l'État, de mobilisation d'information et d'activisme ingrat. Il a dû se passer presque un demi-siècle entre les années 1890, les prémices d'un mouvement réformiste de gauche, et, dans les années 30, le vote de ces réformes. Entre-temps, les cohortes de barons voleurs et de la pire espèce ont pu jouir à plein de leurs privilèges, sans imposition, sans régulation et sans remise en question. On retrouve dans la pratique électorale les travailleurs syndiqués, une illustration encore plus claire de l'importance des organisations
dans leur choix de vote. En 2000, l'électeur blanc moyen de sexe masculin a choisi George W. Bush à une majorité confortable. Les électeurs blancs syndiqués ont de leur côté voté majoritairement pour Al Gore. On constate le même phénomène quelle que soit la catégorie démographique choisie. Femmes, détenteurs d'armes à feu, retraités, etc. Quand ils sont syndiqués, tous penchent à gauche. Et c'est vrai, même quand les électeurs syndiqués en question ont peu de contact avec les dirigeants de leur organisation, le simple fait d'être syndiqué influe à l'évidence sur la manière dont on considère la politique et semble vacciner contre la maladie réactionnaire. Dans ce cadre, la question des valeurs n'a guère d'importance alors que l'économie, les soins médicaux et l'enseignement sont les questions fondamentales. En un mot, les électeurs syndiqués sont l'image inverse du partisan de Brownback. C'est l'image inversée du partisan de Brownback qui se moque bien de l'économie, mais se torture jour et nuit à propos d'un vague déclin culturel. Comme chacun sait, les syndicats aujourd'hui en mauvaise posture, ils ne se constituent plus que de 9% de la force de travail du secteur privé, contre 38% dans les années 50. Ce déclin est presque complètement passé inaperçu du parti démocrate. Plus soucieux de se montrer aimables à l'égard de l'Amérique patronale, ils ne sont guère regrettés par la gauche thérapeutique, qui ne les a jamais beaucoup aimés de toute façon. Quant à l'opinion publique, habituée à juger des organisations sociales comme s'il s'agissait de simples produits de consommation, elle pense tout bonnement que les syndicats sont sur le déclin, parce que les gens ne veulent plus adhérer. Un peu comme on perd le goût de la musique des Bay City Rollers. En revanche, dans les bureaux... Ne veulent plus adhérer, pardon. Ne veulent plus adhérer, un peu comme on perd le goût de la musique des Bay City Rollers. En revanche, dans les bureaux des experts anti-syndicaux à Wall Street et des dirigeants d'entreprise, la nouvelle est accueillie un peu à la manière dont les aristocrates européens ont accueilli des fêtes de Napoléon en 1815. Comme une fantastique victoire dans une lutte à mort. Alors que les politiciens de gauche se réunissent pour se réjouir de leur propre vertu, la droite saisit parfaitement la nécessité de bâtir un mouvement. Et les conservateurs se sont mis au travail avec une rapidité admirable. Il suffit de jeter un coup d'œil à la vaste et complexe structure de la culture d'organisation conservatrice, un phénomène qui n'a plus sa contrepartie à gauche. On y trouve des fondations du type de celles mises en place par les Koch à Wichita, déversant leurs millions dans les batailles politiques au plus haut niveau, subventionnant les départements d'économie favorables au libre marché, les magazines et les théoriciens comme Vernon L. Smith. En outre, il y a les think tanks, les instituts Hoover et l'American Enterprise qui financent des bataillons de personnalités de droite comme Ann Coulter, Dinesh D'Souza et quelques autres, leur prodiguant de quoi publier leurs livres et garder cet esprit de combattant entre deux apparitions médiatiques, un régiment de lobbyistes, une armée de journaux et de magazines. Un éditeur ou deux, et tout en bas, les militants de terrain comme Mark Gedzen, Tim Golba et Kay O'Connor qui font du porte-à-porte, mobilisent leurs voisins et vont même jusqu'à hypothéquer leur maison pour pouvoir entonner l'hymne à la réaction. Ce mouvement parle aux gens qui se trouvent au bas de la société et s'adresse à eux quotidiennement. La gauche politique ne propose rien à ces gens quand les conservateurs leur fournissent une explication à tout ce qui leur arrive. Mais encore, on leur donne un plan d'action, une tactique pour conquérir le monde armé est une simple question qui divise. Pourquoi ne devraient-ils pas nourrir leurs fantasmes de conspiration et de manipulation ? Ne les a-t-on pas déjà suffisamment manipulés dans la réalité ? La domination et la survie du conservatisme reposent sur le fait que les gens n'établissent jamais de connexion intellectuelle entre les divers éléments du monde réel. Des connexions qui, il n'y a pas si longtemps encore, paraissent aller de soi partout à travers le monde. Par exemple, le lien entre la culture de masse que les conservateurs détestent tant et le capitalisme du laisser-faire qu'ils adulent
ou encore les petites villes qu'ils prétendent aimer tendrement, et les forces du marché qui ramènent les mêmes petites villes à la poussière, marché dont ils chantent les louanges avec exaltation. Lire les nombreuses réflexions publiées par David Brooks sur la majesté populiste de Walmart, la chaîne de distribution qui a tant fait pour réduire les endroits comme le Kansas rural à l'état de pauvreté, où il se trouve en détruisant les petits commerces locaux, en imposant des prix à la baisse et pour les produits agricoles, tout en commettant d'innombrables infractions à la législation du travail. Pénétrez dans l'un de ces endroits et vous vous retrouverez au nirvana de l'Amérique moyenne. Vous pouvez obtenir absolument tout ce que vous désirez pour une vie saine et heureuse. Donc ça a l'air d'être le slogan. Dans le grand défilé de l'ignorance, mon état d'origine occupe fièrement sa place au premier rang. Certes, le Kansas est un cas extrême, et il existe encore quelques territoires ouvriers, le Wyandotte County et certains quartiers de Topeka, que les conservateurs doivent encore convertir. Mais il est également vrai que les événements qui commencent au Kansas, la guerre de sécession, la prohibition, le populisme et les Pizza Hut, ont en général tendance à s'étendre ensuite à tout le pays. Loin d'être un objet de moquerie nationale, le Kansas constitue peut-être au contraire une avant-garde. Ce qui est arrivé à cet endroit indique peut-être la direction vers laquelle penche tout le débat politique national. Dans un avenir proche, les choix politiques des Américains se réduiront peut-être aux deux factions du Parti républicain. Que les modérés continuent alors de s'appeler républicains ou qu'ils soient devenus démocrates ne change rien à la question. Les deux groupes seront ce qu'on appelle au Kansas des conservateurs fiscaux, c'est-à-dire des amis du monde des affaires. Et les questions qui mobilisaient le Parti démocrate de nos parents sont définitivement devenues caduques. Les sociologues s'inquiètent souvent de ce que la répartition des richesses du pays est trop polarisée, comme cela s'est clairement avéré au cours des 2 dernières décennies. Les sociétés qui tournent le dos à la notion d'égalité soulignent ces spécialistes qui produisent inéluctablement de terribles révoltes. Mais ces sociologues évoquent un monde défunt où la colère de la classe était encore un phénomène de gauche. Ils ne prennent en compte ni le Kansas ni le monde qui se forme peu à peu. Voici le réajustement politique que le Kansas préfigure pour nous tous. Le monde des affaires, en raison de sa nature même, impose au pays un style culturel conçu à la fois pour scandaliser les uns et satisfaire la soif de pseudo-subventions des autres. Les adolescents impertinents se moquent des adultes, des mères ferventes pratiquantes, et ne tolèrent plus les amis délurés de leurs filles. De jeunes branchés en t-shirt abhorrant le logo FUCK, FCUK, se foutent des costumes cravates totalement à côté de la plaque. Cela se vaut scandaleux, et le Kansas est bel et bien scandalisé. Cet État constate impuissant que sa culture, telle que la lui renvoie les deux côtes, devient de plus en plus vulgaire, et plus scandaleuse avec les années. Le Kansas cherche à prendre sa revanche. Le Kansas se gausse quand les célébrités disent des bêtises. Il se réjouit de voir emprisonner des stars de cinéma. Et quand deux rockeuses s'embrassent lascivement sur une chaîne nationale, le Kansas devient fou. Il réclame la tête de l'élite libérale, il se rue dans les bureaux de vote et décide de réduire les impôts de ces mêmes rockstars. En tant que système de contrôle social, la réaction fonctionne parfaitement. Les deux adversaires se renforcent mutuellement. L'un se moque de l'autre et l'autre lui confère toujours plus de pouvoir. Ce système devrait faire le bonheur de toutes les classes dirigeantes du monde. Et il peut non seulement être poussé un peu plus loin, mais il le sera très certainement. Il y a toutes les bonnes raisons pour cela, et la moindre n'est pas que les exigences culturelles du capitalisme moderne ne sont jamais remises en question. Pourquoi notre culture ne pourrait-elle aller de mal en pis, si le fait de la faire empirer rend ceux qui nuisent de plus en plus riches. Si par hasard vous entrepreniez de faire la visite de Kansas City, dans le Kansas, préconisée par le guide WPA de 1939, vous vous rendriez vite compte d'une chose étrange. Tous les hauts lieux mis en avant ont disparu. WPA, c'est une série de guides touristiques rédigés durant le New Deal dans le cadre du Federal Water Project. WPA. Les guildes de WPA, dans le Federal Water Project, le guild WPA, Workers Progress Administration,
était destiné à fournir du travail aux professionnels de l'écrit. Voilà. Vous ne trouverez aucune trace de la plus haute tour de la ville, ni de l'architecture raffinée type Renaissance italienne de la bibliothèque, ni des nombreuses usines de conditionnement, ni même de la vue panoramique sur le coude du Missouri où Lewis et Clark sont censés avoir débarqué. L'endroit exact où le touriste était censé se tenir a été rasé, pour permettre la construction d'une bretelle d'autoroute. Ce paysage défiguré est en grande partie le Kansas City de mon père, de son enfance passée dans des tramways aujourd'hui disparus. Il sait parfaitement où la moindre rue de la vieille ville vous conduira, quelle entreprise occupait autrefois tel ou tel bâtiment, aujourd'hui abandonné, le nom de tous les quartiers rasés ou l'endroit précis où ils étaient situés. Il se souvient du grand orchestre qui jouait au dancing de Plamore, désormais démoli, des photos publiées dans les journaux à la gloire des mécanos de Wichita, collant des dollars sur leur millième B-29, et des ouvriers des usines de conditionnement transportant de la nourriture sur le pont James Street, aujourd'hui inutile. Si l'on songe à ce Midwest défunt, ce paysage de fraternité perdue et de fierté oubliée, on ne peut que se demander jusqu'où cela pourrait aller. Combien de ces antiques et chaleureuses associations souhaitons-nous encore faire disparaître? Quelle superficie de ce jardin du monde abandonnerons-nous au déclin et à la jachère? Selon moi, tout cela va se poursuivre encore longtemps. La passion pour le martyr dont fait preuve aujourd'hui le Kansas est aussi puissante que l'était le rêve de justice et de fraternité de John Brown. Et même si l'État doit tout y sacrifier, ses villes et ses industries, ses fermes et ses petites villes, son âme et son histoire, l'éclat du mirage ne ternira pas. Le Kansas est prêt à nous conduire en chantant vers l'apocalypse. Il nous invite à l'y rejoindre et à sacrifier nos vies pour que d'autres au sommet puissent en tirer profit. À renoncer pour toujours à la prospérité d'une Amérique moyenne afin de satisfaire le fantasme délirant d'une Amérique moyenne vertueuse. Et c'est la fin de cet épilogue. Il ne restera plus qu'une postface à lire qui s'appelle L'Armageddon de la guerre culturelle.